Ce matin, le 3 août 2026, Donald Trump est descendu d'Air Force One et a déclaré aux journalistes, et je vais citer cela aussi précisément que possible, « Nous venons d'annuler ce qui aurait été, je crois, la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale, car l'Iran a accepté de négocier. Un accord sur le détroit d'Ormuz est imminent. » CNN a repris l'info, Fox a repris l'info. Tous les grands médias du monde ont titré une variante de la même chose. Trump obtient une percée avec l'Iran, les tensions s'apaisent. Quelques heures plus tard, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, s'est présenté devant un pupitre à Téhéran et a prononcé 9 mots. « Nous ne négocions pas actuellement avec les États-Unis. Pas de négociation avec les États-Unis. Pas d'accord, pas de percée, rien. Donc, l'un de ces deux hommes vous ment. C'est juste une question de logique, d'accord? Les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Soit Trump a obtenu une percée diplomatique, soit l'Iran dément l'existence de toute percée diplomatique. Choisissez. Voici maintenant ce que tous les grands médias vont faire de cette information. Ils vont rapporter les deux déclarations. Ils vont parler de signaux contradictoires ou de messages mêlés venus de la région. Ils vont trouver un analyste en blazer qui dira que les communications par canaux discrets sont intrinsèquement complexes. Puis, ils passeront au sujet suivant. Moi, je vais faire autrement aujourd'hui. Je vais vous dire ce qui se passe réellement. Et je vais vous montrer que cette contradiction, Trump qui dit accord, l'Iran qui dit pas d'accord, n'est pas un mystère. C'est un schéma très précis, très prévisible, très répétitif. Et si vous comprenez ce schéma, vous pouvez prédire ce que Trump va faire ensuite avec une précision remarquable. Mais ce n'est que la première couche. Car pendant que tout le monde a les yeux rivés sur le détroit d'Ormuz, chaque caméra, chaque satellite, chaque think tank de Washington, quelque chose de bien plus vaste se déroule en arrière-plan. L'Iran et ses forces supplétives ont simultanément entrepris d'étrangler non pas un, mais 3 des points de passage maritimes les plus critiques au monde, la même semaine. 3 en même temps. Nous allons passer en revue les 3. Et à la toute fin, je vous ramènerai en 1796, à un discours prononcé par George Washington lorsqu'il quittait la présidence. Et je vais soutenir que Washington a prédit, avec une précision analytique presque parfaite, exactement comment les États-Unis en arriveraient à la position qu'ils occupent aujourd'hui, en août 2026. Allons-y. Avant d'aborder les preuves, j'ai besoin de vous donner un cadre de lecture. Parce qu'une fois que vous avez ce cadre, tout ce qui se passe actuellement s'éclaire. Chaque mouvement devient prévisible, chaque titre devient lisible. Je l'appelle le cycle menace-recul. Voici comment il fonctionne. Étape 1. Trump lance un ultimatum extrême. Quelque chose comme « Je détruirai la civilisation iranienne » ou « L'Iran cessera d'exister en tant que pays », posté sur Truth Social. Les marchés pétroliers s'affolent. Les chaînes d'infos passent en mode urgence. Les analystes débattent de savoir si c'est réel ou du théâtre. Étape 2. L'Iran ne cille pas. Ils maintiennent leur position. Ils gardent le détroit fermé. Ils continuent de lancer des drones sur les bases américaines. Ils continuent de se réarmer. Aucune concession. Rien ne bouge. Étape 3. Les alliés américains du Golfe paniquent et appellent Trump directement. Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, ils appellent parce qu'ils seront les premières victimes en cas d'escalade. Ils ont des infrastructures pétrolières exposées, une géographie désertique plate sans aucun abri, des économies à 1000 milliards de dollars qui s'évaporeraient en cas de frappe sur leurs terminaux d'exportation. Étape 4. Trump recule. Mais, et c'est le point crucial, il présente toujours cela comme une réussite diplomatique. Nous sommes parvenus à une compréhension mutuelle. L'Iran sait désormais ce qu'il doit savoir. Nous avons évité une guerre catastrophique. 4 étapes. Menace, silence, panique des alliés, recul habillé en victoire. C'est la 10e fois que ce cycle se répète. La 10e fois. Le journal iranien Kayan, un quotidien de la ligne dure proche de l'establishment clérical, a publié une image d'un levier de vitesse bloqué en marche arrière, avec l'ombre de Trump derrière le volant, sous le titre « La marche arrière de Trump ». Et écoutez, je ne suis pas ici pour cautionner les médias d'État iraniens. Je me contente de constater l'exactitude technique de cette image. Ils n'ont pas tort. Voici maintenant quelque chose d'extrêmement important que presque personne dans les médias occidentaux n'a relevé. Ce 10e recul est différent des 9 précédents. La différence tient à un élément que Baghaei a dit aujourd'hui. Il n'a pas seulement dit « nous ne négocions pas ». Il a ajouté, et je veux que vous entendiez vraiment cela, que le détroit d'Ormuz ne retrouvera jamais son statut d'avant-guerre. Jamais. Même s'il y a un accord, même si l'Iran et les États-Unis finissent par s'asseoir à une table et signer quelque chose, le détroit d'Ormuz, qui contrôle 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, ne redeviendra pas ce qu'il était avant février 2026. L'Iran le gérera. L'Iran décidera quels navires seront autorisés à entrer dans le golfe Persique.
L'Iran disposera d'un droit de veto de facto et permanent sur la voie de navigation énergétique la plus critique au monde. Alors quand Trump dit qu'un accord sur Hormuz est imminent, de quel type d'accord parle-t-il vraiment? Un accord où l'Iran rendrait le contrôle? L'Iran vient de vous dire que cette option est définitivement écartée. La seule option d'accord disponible est celle où les États-Unis acceptent la gestion iranienne d'Hormuz comme nouvelle réalité permanente. Ce n'est pas une négociation pour restaurer l'ancien statu quo, c'est une négociation sur les termes d'un repli stratégique. Bon, laissez-moi vous détailler la séquence exacte des événements des dernières 48 heures, parce que lorsqu'on les aligne chronologiquement, l'histoire que Trump veut vous faire croire s'effondre complètement. Samedi 1er août 2026, le commandement central américain, CENTCOM, finalise un plan de frappe. Des cibles réelles, des coordonnées réelles, des infrastructures énergétiques, des sites de lancement de missiles, des nœuds de commandement et de contrôle à l'intérieur de l'Iran. Israël est pleinement informé. Israël confirme qu'il est prêt à participer. Ce n'est pas un post sur les réseaux sociaux, c'est un plan d'opération militaire approuvé, à une seule décision de son exécution. Puis les téléphones se mettent à sonner. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman appelle Trump directement. Le communiqué officiel du ministère saoudien des Affaires étrangères indique qu'ils appellent à privilégier le dialogue pour réduire l'escalade et poursuivre des solutions diplomatiques en vue d'un apaisement. En langage diplomatique, cela signifie « si vous attaquez l'Iran, ils vont détruire nos infrastructures pétrolières. Et si nos infrastructures brûlent, l'économie mondiale s'effondre, la vôtre y compris. Alors arrêtez. » Puis le Qatar appelle. Les Émirats arabes unis appellent. Trois des partenaires stratégiques les plus importants des États-Unis dans le Golfe, trois pays qui hébergent collectivement la plus grande concentration de forces militaires américaines au Moyen-Orient, tous appellent Washington avec le même message. Ne faites pas ça. Et pourquoi ont-ils si peur? Parce que l'Iran a publié, via l'agence de presse Tasnim, liée aux gardiens de la Révolution, une liste précise. Une liste des installations énergétiques du Golfe à portée des systèmes de missiles iraniens ou des usines pétrochimiques. Le complexe GNL de Ras Laffan au Qatar y figurait, ainsi que des infrastructures de raffinage aux Émirats. Ils n'ont rien tiré, ils ont juste publié une liste. C'est de la théorie des jeux, les amis, de la théorie des jeux classique. Vous n'avez pas besoin de réellement attaquer la cible. Vous avez juste besoin que les alliés de votre adversaire croient que vous allez l'attaquer. Et ces alliés feront le travail de convaincre votre adversaire de reculer. C'est exactement ce que l'Iran a fait. Leurs alliés ont paniqué, leurs alliés ont passé les appels. Trump a reculé. Le 10e recul. Voici maintenant l'élément que je veux que vous gardiez en mémoire, car c'est la preuve la plus lourde de conséquences dans toute cette affaire. Le 2 août, hier, le général de brigade Mohammad Akbari, porte-parole officiel de l'armée iranienne, pas des gardiens de la Révolution, l'armée régulière iranienne, s'est présenté devant des journalistes et a admis quelque chose. Il a déclaré que l'Iran avait exploité au maximum toutes les périodes de cessez-le-feu et tous les accords précédents pour importer secrètement de nouveaux équipements militaires, réparer des systèmes de défense endommagés et produire des armes supplémentaires. Il l'a dit à voix haute, publiquement, lors d'une conférence de presse. Chaque cessez-le-feu, chaque accord, chaque annonce de progrès diplomatique de Washington, chaque période d'apaisement que Trump a célébrée comme une victoire, l'Iran a utilisé chacune d'elles pour se réarmer. Et voici ce que ce réarmement a permis. Malgré des mois de frappes aériennes soutenues des États-Unis et d'Israël depuis février 2026, l'Iran a conservé environ 70% de son arsenal de missiles et de son infrastructure de lancement. 70%. Après des mois de bombardements par deux des forces aériennes les plus capables de la planète. Et Trump propose maintenant le cessez-le-feu numéro 11. L'armée iranienne elle-même vient de vous dire publiquement ce qu'elle fait des cessez-le-feu. Je veux maintenant vous emmener sur un second échiquier, car pendant que tout le monde regarde la partie Iran-États-Unis, le Hamas mène une opération totalement distincte que je considère comme l'un des pièges stratégiques les plus élégants observés dans tout ce conflit. Voici ce qu'a fait le Hamas. Ils ont annoncé leurs conditions pour le désarmement. Si quelqu'un veut que le Hamas dépose ses armes lourdes, le Hamas exige qu'Israël se retire entièrement de Gaza, libère tous les prisonniers et permette l'établissement d'un État palestinien indépendant. Ce n'est qu'alors que le Hamas discutera de la remise de ses armes. Les médias occidentaux présentent cela comme un refus de coopérer du Hamas. Je soutiens exactement l'inverse. C'est le Hamas qui tend un piège parfait, un piège dont Israël ne peut structurellement pas s'échapper. Regardez comment cela fonctionne. Option A. Israël accepte les conditions. Cela signifie se retirer de Gaza. Cette semaine, Tsahal contrôle plus de 70% du territoire de Gaza. Le ministre des Finances Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir ont publiquement déclaré ce territoire comme étant, dans les faits, terre israélienne. Si Netanyahou ordonne un retrait, sa coalition gouvernementale s'effondre immédiatement.
Son gouvernement tombe. Accepter les conditions du Hamas lui est structurellement impossible. Option B. Israël rejette les conditions. Le Hamas conserve ses armes avec une légitimité internationale. Le Hamas a fait une offre de bonne foi. Israël a refusé. Et Trump ne peut pas annoncer l'accord de paix à Gaza qu'il promet aux électeurs américains, car il n'y a pas d'accord tant que le Hamas conserve ses armes et qu'Israël occupe 70% de Gaza. Dans les deux cas, le Hamas gagne. Soit la coalition tombe, soit l'accord meurt. Mais cela va encore plus loin. L'exigence de retrait du Hamas a déjà déclenché une crise politique interne en Israël. Ben Gvir a immédiatement qualifié cela d'inacceptable et menacé de retirer sa faction de la coalition. De l'autre côté, des figures de l'opposition comme l'ancien chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, ont accusé Netanyahou de faire preuve de faiblesse en discutant simplement ces conditions. La coalition gouvernementale israélienne se fracture de l'intérieur, à cause d'un ensemble de conditions que le Hamas savait pertinemment qu'Israël ne pourrait structurellement jamais accepter. C'est à cela que ressemble la théorie des jeux appliquée au plus haut niveau stratégique. Vous ne combattez pas l'ennemi directement. Vous concevez la situation de sorte que chaque option disponible pour l'ennemi mène au résultat que vous voulez. Prenons maintenant du recul. Si vous n'avez surveillé que le détroit d'Ormuz, vous n'avez observé qu'un tiers de l'histoire réelle. Il y a 3 points d'étranglement, 3 goulots d'étranglement maritimes critiques, et les 3 sont pressés simultanément cette semaine. Point d'étranglement numéro 1, le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Celui-ci, vous le connaissez. L'Iran en exerce le contrôle de facto depuis février 2026. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. Le Japon y puise 75% de son pétrole, la Chine 40%, l'Inde 60%. Le Premier ministre japonais a déclaré publiquement que si Ormuz reste fermé, le Japon sera à court de pétrole dans 8 à 9 mois. Ce détroit fait 33 km de large à son point le plus étroit, on pourrait presque le traverser à la nage. Et il contrôle 1/5 de l'approvisionnement énergétique mondial. Point d'étranglement numéro 2. Le détroit de Bab el-Mandeb, entre le Yémen et Djibouti. C'est la sortie de la mer Rouge vers le golfe d'Aden, et c'est la voie sur laquelle l'Arabie saoudite a bâti toute sa stratégie de contournement pétrolier. Les Saoudiens ont construit un pipeline massif, le pipeline Est-Ouest, allant des champs pétroliers de la province orientale jusqu'au port de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge. 7 millions de barils par jour, contournant entièrement Ormuz. L'assurance de l'Arabie saoudite contre exactement ce scénario. Sauf que depuis le 22 juillet, les Houthis, opérant sous l'égide de l'axe de la résistance dirigé par l'Iran, ont déclaré un blocus maritime ciblant spécifiquement les navires battant pavillon saoudien à Bab el-Mandeb. Ils ont déjà frappé 2 superpétroliers saoudiens avec des missiles anti-navires de précision. La route de secours de l'Arabie saoudite, le contournement bâti spécifiquement pour échapper à la vulnérabilité d'Ormuz, vient d'être bloqué. Point d'étranglement numéro 3. Damiette, en Égypte, juste à l'entrée du canal de Suez. Le 29 juillet, il y a 5 jours, 2 méthaniers, l'Energos Winter et le Galaxy Salem, ont été frappés par des drones alors qu'ils étaient amarrés à Damiette. Les deux ont pris feu simultanément. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais il faut comprendre ce qu'est Damiette. Elle se situe à l'entrée nord du canal de Suez. Le canal gère 30% du commerce mondial de conteneurs, plus de 1000 milliards de dollars de marchandises par an. L'attaque était un message. Nous pouvons atteindre la Méditerranée. Nous pouvons atteindre l'approche du canal de Suez. Il n'y a pas de route alternative sûre. 3 points d'étranglement, la même semaine. Ormuz dans le golfe Persique, Bab el-Mandeb en mer Rouge, l'approche de Suez en Méditerranée orientale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie coordonnée d'étranglement économique mondial, conçue non pas pour gagner sur le champ de bataille, mais pour rendre le coût de la poursuite du conflit si insoutenable pour les économies occidentales qu'elles finissent par accepter des conditions. Et le coût est très concret. Les navires commerciaux occidentaux et les pétroliers japonais contournent désormais l'ensemble du continent africain. 3000 milles nautiques supplémentaires, 10 à 14 jours de plus par voyage. Les primes d'assurance maritime pour les routes du Golfe ont atteint des niveaux inédits depuis les guerres des pétroliers des années 1980. Mais la donnée la plus symboliquement puissante, le groupe aéronaval USS George H.W. Bush, l'une des plateformes d'armement mobile les plus puissantes de l'histoire humaine, a choisi de naviguer autour du cap de Bonne-Espérance plutôt que de transiter par la mer Rouge ou le Golfe. Un porte-avions américain a fait le grand détour par l'Afrique pour éviter la menace. Réfléchissez à ce que cette image signifie. Je veux maintenant vous montrer quelque chose qui, à mon avis, après avoir passé un temps considérable à analyser ces données, constitue l'élément le plus stratégiquement significatif de toute cette crise. C'est le détail qui recadre l'ensemble du tableau. La société de renseignement maritime Windward vient de publier ces données de suivi.
Voici ce qu'elle montre. Du 20 juillet au 2 août, ces 2 dernières semaines, les Houthis ont frappé 4 pétroliers saoudiens au détroit de Bab el-Mandeb. 4 navires saoudiens touchés. Dans cette même fenêtre temporelle, 22 navires liés à des propriétaires ou opérateurs commerciaux chinois ont transité par le même détroit. Pas un seul n'a été touché. Pas un. 22 navires, 0 incident, 0 avertissement, 0 tir. Et le même schéma asymétrique se reproduit à Hormuz. Un pétrolier géant, VLCC, battant pavillon de Hong Kong, long de 333 mètres et transportant 2,14 millions de barils de brut irakiens, a transité par le détroit d'Hormuz les 30 et 31 juillet. Son transpondeur AIS était pleinement actif, diffusant sa position à quiconque souhaitait la consulter. Dans le champ « Destination » du navire, 3 mots avaient été inscrits, selon les instructions du propriétaire. Il n'a pas été intercepté, pas averti, pas arraisonné. Il a traversé le détroit que l'Iran a déclaré fermé aux navires hostiles, sans incident, transportant 2,14 millions de barils. Je veux donc vous poser une question simple de théorie des jeux. Si l'Iran ferme sélectivement Hormuz aux navires hostiles, qui décide quels navires sont considérés comme hostiles et selon quels critères? Et pourquoi 22 navires liés à la Chine transitent-ils par Bab el-Mandeb sans incident, tandis que 4 pétroliers saoudiens sont frappés dans la même fenêtre de 2 semaines? La réponse est que la Chine a négocié une forme d'arrangement de passage avec l'Iran, formel ou informel, écrit ou oral, reconnu ou déniable. Il existe un accord, et la preuve en est dans les données maritimes elles-mêmes. 22 navires, 0 incident. La fermeture déclarée d'Hormuz par l'Iran n'est pas une fermeture totale. C'est une arme dotée d'un sélecteur. Certaines nations sont bloquées, d'autres sont laissées passer. La Chine appartient à la seconde catégorie. Voici donc ce qui se passe réellement sur le marché énergétique mondial en ce moment. Pendant que les alliés américains paient des prix majorés pour tout contourner par l'Afrique, pendant que les pétroliers japonais ajoutent 2 semaines supplémentaires à chaque voyage, pendant que les compagnies maritimes occidentales paient des primes d'assurance records, la Chine achète du pétrole iranien à prix réduit, emprunte la route courte, ne paie aucun coût militaire, ne prend aucun risque diplomatique, ne supporte aucun des fardeaux logistiques que subissent les États-Unis et leurs alliés. La Russie fait de même. Elle ne combat pas, n'envoie pas d'actifs militaires, mais bénéficie énormément de la perturbation de l'ordre énergétique mondial dominé par l'Occident. C'est une leçon de théorie des jeux que l'ordre mondial anglo-américain a enseigné au reste du monde pendant 200 ans. Vous n'avez pas besoin de mener chaque guerre vous-même. Vous devez simplement vous positionner pour que quelqu'un d'autre mène la guerre qui vous profite, pendant que vous restez en retrait à récolter les gains stratégiques. Et maintenant, cette leçon leur revient avec intérêt. Je veux m'arrêter ici et faire quelque chose que je considère absolument essentiel dans toute analyse géopolitique sérieuse. Je vais défendre le point de vue opposé. Je vais présenter le meilleur argumentaire possible en faveur de la position de Trump, aussi équitablement et charitablement que possible, car je ne veux jamais que vous absorbiez simplement mon cadre d'analyse sans le confronter aux meilleurs contre-arguments disponibles. Voici la version la plus solide de la défense de Trump. Argument 1. Éviter la guerre est la bonne décision. Trump empêche un conflit qui pourrait pousser le pétrole à 200 $ le baril, déclencher une récession mondiale, coûter des centaines de milliers de vies et vider des milliers de milliards du budget de défense américain. Pour un dirigeant démocratique responsable devant ses électeurs sur le plan économique, choisir la désescalade n'est pas de la faiblesse. C'est le choix rationnel et responsable d'un dirigeant qui comprend que le coût de cette guerre particulière dépasse ses bénéfices. Argument 2. La pression fonctionne, simplement lentement. L'Iran est engagé dans des négociations avec Oman concernant des arrangements maritimes. Il y a des échanges via des intermédiaires pakistanais. Le président iranien a publiquement fait référence au JCPOA comme étant toujours valide, suggérant que Téhéran souhaite préserver un certain cadre diplomatique. On ne négocie jamais du tout quand on croit gagner complètement. Le simple fait que l'Iran participe à des discussions, quelles qu'elles soient, suggère qu'il ressente au moins une certaine pression. Argument 3. La dissuasion n'exige pas l'exécution des menaces. L'option militaire reste disponible. Les forces restent positionnées. Maintenir une option militaire crédible tout en choisissant la diplomatie n'est pas une contradiction. C'est la doctrine de la compellence. La menace n'a pas besoin d'être exécutée pour être stratégiquement efficace. Elle doit simplement rester crédible. Je vais être honnête avec vous. Cet argument a une réelle force. Certains de ces éléments sont justes. Désamorcer des confrontations à proximité du seuil nucléaire a une valeur authentique. Et gérer le rythme d'une confrontation avec une nation qui a démontré une capacité de dissuasion significative est réellement complexe. Mais voici 4 choses que cet argument ne peut pas expliquer. Premièrement, une partie qui fait réellement des concessions sous pression
n'élargit pas son empreinte de menace pendant les négociations. Depuis le début de la pression américaine, l'Iran est passé de la menace sur un point d'étranglement maritime à la menace sur 3 simultanément, Bab el-Mandeb, Suez. Si la pression fonctionnait, l'Iran se contracterait, pas s'étendrait. L'étranglement des 3 points d'étranglement s'est produit en parallèle du supposé progrès diplomatique. Ce n'est pas le comportement d'une partie qui se sent acculée, c'est le comportement d'une partie qui se sent enhardie. Deuxièmement, le porte-parole militaire de l'Iran vient de confirmer publiquement que chaque cessez-le-feu a été utilisé pour se réarmer. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une déclaration publique du porte-parole officiel de l'armée iranienne, en conférence de presse, filmée. Si Trump accorde maintenant le cessez-le-feu numéro 11, il offre, selon l'aveu explicite et public de l'armée iranienne elle-même, sa 11e fenêtre de réarmement. À un certain point, offrir à répétition des fenêtres de réarmement à un adversaire, en qualifiant chacune de réussite diplomatique, cesse d'être une stratégie. Troisièmement, lorsque Trump a annulé l'attaque, Israël l'a appris via Truth Social. Israël, l'allié régional le plus proche des États-Unis, le pays censé être synchronisé sur le plan de frappe, a appris l'annulation par un post sur les réseaux sociaux. Pas par un canal diplomatique sécurisé, une notification sur les réseaux sociaux. La chaîne 12 en Israël a rapporté que des responsables israéliens avaient été pris au dépourvu lorsque Trump a publiquement déclaré qu'Israël était d'accord avec cette décision, une affirmation qu'Israël n'avait pas approuvée et sur laquelle il n'avait pas été consulté. Et quelques heures après l'annonce par Trump d'une paix imminente, Tsahal a lancé de nouvelles frappes à Gaza. 2 gouvernements alliés, 2 postures militaires totalement contradictoires, 0 coordination. Ce n'est pas de la patience stratégique, c'est l'architecture d'une alliance en train de se désintégrer. Quatrièmement, c'est l'élément que presque personne ne couvre. Le commandement militaire américain aurait communiqué en interne que la marine américaine ne dispose pas actuellement des moyens suffisants pour maintenir simultanément la dissuasion dans le Golfe Persique, soutenir de manière significative l'Ukraine et mener les opérations de patrouille nécessaires en mer de Chine méridionale. 3 théâtres, une seule marine, une capacité insuffisante pour opérer de manière crédible sur les 3 à la fois. Trump n'a pas simplement reculé parce que l'Iran menaçait les infrastructures énergétiques du Golfe. Trump a reculé parce qu'exécuter la menace aurait exigé une mobilisation de forces militaires qui aurait laissé d'autres théâtres critiques dangereusement sous-dotés. Ce n'est pas de la patience stratégique, c'est du surengagement stratégique. Et c'est le genre de contrainte structurelle qui ne s'améliore pas en multipliant les ultimatums sur Truth Social. Quand votre crédibilité se dégrade après 10 reculs, quand vos adversaires calculent que vos menaces ont une probabilité d'exécution proche de 0, et que vos alliés commencent à prendre des décisions militaires unilatérales parce qu'ils ne peuvent plus compter sur un leadership américain coordonné, vous êtes entré dans la position stratégique la plus dangereuse qu'une superpuissance puisse occuper. Avant de vous donner les prédictions pour les 72 prochaines heures, je veux vous emmener quelque part d'inattendu. Je veux vous ramener 230 ans en arrière, en 1796. George Washington quitte la présidence après 2 mandats. Il prononce ce qui deviendra le discours d'adieu. Et dans ce discours, il formule une série de mises en garde sur la politique étrangère américaine qui sont, et je tiens à être prudent ici, car je me méfie toujours des analogies historiques appliquées trop librement, mais qui sont des descriptions presque étrangement précises de ce que nous observons en août 2026. Washington mettait en garde contre ce qu'il appelait les attachements passionnés envers des nations étrangères. Il écrivait qu'une nation qui cultive des sentiments d'affection habituels envers une autre nation devient en quelque sorte le satellite de cette nation. Elle commence à laisser les intérêts de la nation étrangère façonner ses propres décisions, d'une manière qui ne sert pas nécessairement son propre peuple. Elle participe aux querelles et aux guerres de son allié par attachement émotionnel plutôt que par intérêt calculé. Et peu à peu, elle perd ce que Washington appelait le droit de délibération indépendante, la capacité de faire des choix stratégiques souverains fondés sur sa propre analyse de ses propres intérêts. Il écrivait aussi, et c'est la phrase que je veux que vous reteniez, qu'une nation qui attend des faveurs désintéressées d'une autre nation attend quelque chose qui n'existe pas dans les relations internationales. Aucune nation n'agit par sentiment. Les nations agissent par intérêt. Point final. Appliquez maintenant ce cadre à août 2026. Pourquoi Trump a-t-il annulé la frappe? Pas parce que l'Iran a démontré une supériorité militaire écrasante. C'est parce que 3 monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, ont appelé et dit « Nos infrastructures énergétiques sont à portée, nos économies sont exposées, ne faites pas ça ». Des pays avec leurs propres intérêts nationaux, des pays dont la survie économique dépend d'un certain niveau de stabilité régionale, ont effectivement exercé un droit de veto sur l'action militaire américaine par la force de leurs propres intérêts stratégiques. C'est un attachement passionné qui contraint la prise de décision américaine.
Et de l'autre côté, Israël continue d'étendre ses opérations militaires à Gaza, contrôlant plus de 70% du territoire, malgré chaque déclaration de l'administration Trump sur une paix imminente. Israël mène son propre agenda stratégique, prend ses propres décisions militaires, contredit publiquement le message diplomatique américain sans coordination préalable. C'est un second attachement passionné, tirant dans une direction complètement différente. Les États-Unis ne peuvent satisfaire pleinement ni l'un ni l'autre. Ils ne peuvent pas attaquer l'Iran parce que les monarchies du Golfe ont besoin de retenue américaine. Ils ne peuvent pas retenir Israël parce que l'architecture politique de la relation américano-israélienne rend cela fonctionnellement impossible. Ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre, car alors ils n'auraient plus aucun rôle crédible dans la région. Pris au piège entre deux ensembles d'intérêts étrangers, incapables d'agir de manière décisive envers l'un ou l'autre objectif, ayant perdu, comme l'écrivait Washington il y a 2 siècles, le droit de délibération indépendante. Washington a rédigé son discours d'adieu comme un avertissement. Il décrivait le mécanisme par lequel les grandes républiques perdent leur autonomie stratégique. Il l'a écrit en 1796. Il décrivait Air Force One le 3 août 2026. Bien, terminons avec quelque chose de concret. Sur la base de tout ce que nous avons couvert aujourd'hui, voici 3 éléments précis et vérifiables à surveiller dans les 72 prochaines heures. Prédiction 1. Trump a annoncé que les négociations débuteraient lundi après-midi. Observez si une délégation iranienne se présente réellement, où que ce soit, pour une quelconque rencontre avec des responsables américains. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, aucune délégation n'est en cours de constitution. Aucun responsable n'est en cours d'envoi. Aucun lieu n'a été convenu. Si d'ici jeudi soir, aucun contact en personne confirmé n'a eu lieu entre responsables iraniens et américains, alors le cycle menace-recul aura achevé sa 11e itération. Vous le saurez parce que Trump trouvera un moyen de présenter l'absence de réunion comme une forme de progrès. Prédiction 2. Consultez Marine Traffic ou les rapports de renseignement maritime de Windward. Observez les données AIS à Bab el-Mandeb au cours de la semaine à venir. Si les navires liés à la Chine continuent de transiter sans incident, tandis que les navires saoudiens et occidentaux continuent d'être ciblés, vous observerez en temps réel la preuve empirique d'un arrangement de passage discret entre l'Iran et la Chine que ni l'une ni l'autre partie ne reconnaîtra officiellement. C'est l'un des signaux géopolitiques les plus significatifs de l'année, et il se cache dans des données de suivi maritime publiquement accessibles, que n'importe qui disposant d'une connexion Internet peut consulter dès maintenant. Prédiction 3. Surveiller Israël. Netanyahou fait face à des élections en octobre 2026. Tsahal contrôle plus de 70% de Gaza. La faction de Ben Gvir ne permettra pas un retrait. Si Israël mène de nouvelles opérations militaires à Gaza ou au Liban dans les prochains jours, pendant que Trump annonce simultanément aux Américains que la paix arrive, ce sera la confirmation empirique que les États-Unis ont perdu la coordination opérationnelle avec leur allié régional le plus important. Ce n'est pas un simple désagrément diplomatique mineur. C'est l'effondrement structurel de l'architecture d'alliance sur laquelle repose toute la stratégie américaine au Moyen-Orient. Pour aller plus loin, lisez directement les rapports maritimes de Windward, ils sont publics. Lisez les déclarations de Baghai sur le site du ministère iranien des Affaires étrangères, sans filtre des médias occidentaux. Regardez la chaîne 12 en Israël, et posez-vous ensuite une question simple. Ce que vous lisez dans ces sources primaires correspond-il à l'histoire que vous racontent les grands médias? Laissez-moi conclure ainsi. Une superpuissance a reculé 10 fois face au même adversaire sans obtenir la moindre concession significative en retour. L'armée de cet adversaire a publiquement admis utiliser chaque recul comme une fenêtre de réarmement. Cet adversaire a, la même semaine que ce 10e recul, étendu sa couverture de menaces d'un seul point d'étranglement maritime à 3. L'allié régional le plus important des États-Unis mène ses propres opérations militaires en contradiction directe avec les annonces diplomatiques américaines. Et la marine américaine opérerait, selon certaines sources, à la limite de sa capacité à maintenir une dissuasion crédible sur les 3 théâtres qu'elle doit tenir simultanément. George Washington avait vu le mécanisme qui produit ce résultat. Il l'a décrit en 1796. Il l'a appelé la perte du droit de délibération indépendante. Il l'a appelé le piège des attachements passionnés. Il disait que c'était ce qui finirait par faire tomber toute grande république qui laisserait ce mécanisme se développer. Alors voici sur quoi je veux que vous méditiez ce soir. Quand une superpuissance recule pour la 10e fois sans obtenir une seule concession réelle en retour, et que l'adversaire confesse publiquement avoir utilisé chacun de ces reculs pour se réarmer, qui, en réalité, enseigne la théorie des jeux à qui? Et si Washington avait raison sur le mécanisme, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont tout cela va se terminer? Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.